Pour le dernier chapitre de notre conversation, on a déjà mentionné, au fait, on est en plein dans la post-croissance avec tout ce que nous avons dit, Oui, tout à fait. mais peut-être qu'on peut dire le mot officiellement. Allez, on le dit. On se met dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus conceptuel ou de plus pratique qu'on doit dire par rapport à comment le travail serait un moteur pour la post-croissance qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à présent? Donc, si je reprends les idées qu'on porte, je disais depuis le début des années 2000, à peu près avec mes collègues, Florence Janicatrice, Jean Gadret, notre idée, c'est il faut faire cesser la dictature du produit intérieur brut, parce que ça nous emmène en effet dans le mur. Et donc, il faut développer des indicateurs alternatifs qui nous permettront, en fait, de relativiser la question de la croissance. C'est pour ça qu'on parle de post-croissance et pas de décroissance. Décroissance, on a trop peur que ça fasse peur aux gens. Et donc, on parle de post-croissance en disant, regardez, notre produit intérieur brut, donc la production, on va l'enserrer dans deux autres gros indicateurs. L'empreinte carbone, qui nous permet d'enfermer la production dans les limites planétaires. Voilà, chaque année, on va devoir voir notre empreinte carbone décroître. Et ce qui est intéressant avec l'empreinte carbone, c'est qu'elle peut concerner à la fois le monde, un pays, un individu, une entreprise, etc. Et un indice de santé sociale. L'indice de santé sociale, il a été construit par ma collègue Florence Janicatrice. Et vous voyez, si on enferme le PIB dans ces deux indicateurs, ça veut dire donc un indicateur physique, un indicateur social, ça veut dire qu'on organise en quelque sorte la diminution de la production, peut-être pas d'ailleurs la diminution, la transformation de la production, en lui permettant de rester dans les limites planétaires et de respecter une forme d'égalité sociale. Le rôle que joue le travail là-dedans, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire il faut que nous trouvions les moyens que la production soit fabriquée de manière à permettre quand même la satisfaction des besoins essentiels. Et je reviendrai sur cette expression, la satisfaction des besoins essentiels de tous. Et évidemment, le nombre d'heures de travail, il va dépendre de la productivité, il va dépendre de l'efficacité, il va dépendre des machines qu'on utilise, etc., etc. Et là, on a un gigantesque effort intellectuel à faire parce que souvenons-nous de Fourastier, donc le fameux économiste qui en 1979 écrit les 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses. Ce qu'il nous dit, c'est que le cœur du progrès, c'est la productivité. Donc c'est de produire toujours plus en toujours moins de temps. Et il dit, et tout ça c'est permis grâce à la domination de l'homme sur la nature. Non mais c'est génial, en un paragraphe il a tout dit. Donc si on veut éviter la domination de l'homme sur la nature, il faut certainement qu'on rompe avec cette forme de productivité-là. Donc, il faut ça c'est une formule de mon collègue Jean Gadret que j'aime énormément, il faut désintensifier le travail, mais ça va contre tout ce qu'on nous a appris en économie depuis 2 siècles. Moi, à l'ENA, on nous parlait de productivité, de gain de productivité, et de compétitivité. C'était ça les 2 termes clés. Et tous nos dirigeants pensent ça. Ils sont toujours dans ce moule-là. C'est-à-dire, on est jugé sur nos progrès de productivité et de compétitivité. Et donc, dire le contraire, dire qu'il faut revenir ou rompre avec cette manière de voir les choses, et que, par exemple, il faut désintensifier le travail et faire, c'est encore une formule de mon camarade Jean Gadret, faire non plus des gains de productivité, mais des gains de qualité et de durabilité. Waouh, mais ça les rend tous fous. Non mais là, ils disent... Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut à la fois qu'on fasse une révolution théorique et puis qu'on montre que c'est possible. Parce que ce qu'on nous répond, c'est que c'est pas possible. Oui, mais c'est ça. C'est pas possible. Les autres pays vont nous manger, notre compétitivité va chuter, on va plus produire assez, etc. La dette, machin truc. Voilà. Et c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Je dirais, il faut, comme dirait Puyanet, on est le monde réel, la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est vrai que c'est ça en même temps. Mais oui, mais bon, enfin, il y a la vraie vie.
Non, mais donc c'est très difficile parce qu'il faut parvenir à les convaincre qu'on n'est pas des fous, parce qu'immédiatement on est mis dans la case des fous furieux, et il faut montrer que ça peut tenir. Et c'est vrai que le faire tout seul en France, c'est difficile. En revanche, le faire à l'échelle européenne, ça serait formidable. Mais on n'y est pas encore, parce qu'on est encore quand même dans la domination des économistes hyper néoclassiques qui pensent en effet, les deux mamelles, productivité, compétitivité. Pour finir, vous êtes président de l'Institut Veblen. C'est qui ce monsieur qui parle de transition et de planification écologique? Alors c'est Thorstein Veblen, et il écrit en 1899 un ouvrage très important, Théorie de la classe de loisirs, où en fait il montre que la consommation, c'est pas du tout fait pour satisfaire les besoins, c'est fait pour alimenter une dynamique ostentatoire, de rivalité. C'est-à-dire, je consomme quelque chose pour te montrer soit que je suis plus fort que toi, soit que je suis différent de toi, soit que etc. Ce que reprendra Baudrillard beaucoup plus tard dans la société de consommation, Bourdieu, etc. Et c'est très intéressant, évidemment, parce que il parle de consommation ostentatoire. D'ailleurs, c'est une formule que le GIEC reprendra. Le GIEC dit qu'il faut maintenant qu'on passe à la sobriété et qu'il faut rompre avec la consommation ostentatoire. Et donc, Veblen, il réfléchit sur tout ça, et c'est très, très important, puisqu'on voit bien qu'on est pris dans cette espèce de cage infernale, de cage d'airain, où on veut consommer toujours plus. Et parce que le problème, si la consommation c'est un langage, et c'est un langage de signes, ça veut dire qu'il n'y a pas de satiété avec les signes. Et donc, ça peut continuer indéfiniment. Et que tout, ça c'est Juliette Schor qui travaille là-dessus, qui fait des choses très intéressantes. Juliette Schor, la sociologue américaine, elle montre que de plus en plus, tous les objets sont devenus des objets de mode. Avant, il y avait la mode, ça concernait un petit nombre d'objets. Aujourd'hui, il y a une extension du domaine de la mode, nos t-shirts, tout. Donc on peut tout jeter. Nos modes de vie même. Voilà. Et donc c'est l'horreur. Donc Veblen, c'est un sociologue et un économiste qui a notamment réfléchi là-dessus, et c'est pour ça qu'il nous inspire beaucoup. Et donc l'Institut Veblen, c'est un institut qui réfléchit sur la transition écologique, à la fois dans sa dimension économique et sociale. Il y a beaucoup d'experts qui sont associés. On essaie de faire des publications très souvent. La toute dernière publication qu'on a faite, c'est aux éditions du Petit Matin. On a republié la Lettre Mansholt, un texte absolument passionnant, dont je conseille à tout le monde la lecture. Voilà, parce que ce monsieur, il est devenu en 73 le président de la Commission européenne. En 72, il était vice-président de la Commission européenne. Il lit le rapport Meadows, Limits to Growth. Il est bouleversé, il se convertit, et il écrit une lettre au président de la Commission européenne en disant « Il faut tout changer en Europe, il faut maintenant faire une Europe de la sobriété ». Il fait un petit programme passionnant, radical, qu'on pourrait adopter aujourd'hui. Et je raconte, ma petite préface que j'ai faite, comment il se fait complètement laminer, alors que c'est un grand monsieur. Oui. Il se fait laminer, d'abord parce que tout ça est instrumentalisé dans la campagne pour le référendum, l'adhésion de 4 nouveaux pays dans l'Europe. Le secrétaire général du PCF, Georges Marchais, dit « Regardez, voilà, l'Europe, c'est ça, il nous prépare l'appauvrissement généralisé ». Tous les hommes politiques lui tombent dessus, il n'y en a pas un qui le soutient. Peut-être Mitterrand dans mon souvenir. Et puis, mais ça prendrait des heures d'en parler, le fameux William Nordhaus, celui qui aura le prix Nobel en 2018, qui lui aussi tape à bras raccourcis sur le rapport Meadows, et donc la parenthèse en 73 va se refermer. Un petit dernier message pour les personnes qui nous écoutent, les personnes jeunes et moins jeunes qui sont dans ce monde de travail et qui se disent que ça soit une reconversion, comme vous l'avez dit, ou est-ce qu'il y a quelque chose que les personnes peuvent garder en tête ou se dire OK. Oui, moi je pense que ce qu'on peut leur dire à ces personnes, c'est qu'on a devant nous un chantier enthousiasmant. Et notamment pour les jeunes, tous ces jeunes qui en ont marre de leur boulot, en effet, il y a plein de métiers qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. Eh bien, nous pouvons mettre au service de cette reconversion écologique des nouveaux emplois, des nouveaux métiers, des nouveaux jobs qui seront pleins de sens, qui seront peut-être durs, mais qui seront pleins de sens, qui nous permettront de créer une nouvelle société. Et donc ça, en effet, je trouve que c'est une perspective enthousiasmante. Il faut absolument qu'on y arrive.